Merci. Voilà, laboratoire d'innovation funéraire, hein, de l'idéation d'un projet à son aboutissement. Donc, concrètement, le projet là, de recherche action s'est déroulé de 2021 à 2024. Donc, aujourd'hui se veut un peu l'événement pour boucler la boucle. Donc, dans l'équipe de l'IRIPI, c'est une équipe multidisciplinaire. Moi, j'ai eu la chance de reprendre le projet. En fait, je suis la troisième chercheuse. OK? Je me rappelle que lors de mon entretien d'embauche, moi, j'avais été engagée à l'IRIPI pour travailler sur les violences sexuelles et tout ça. Je suis criminologue de formation, mais dans mon doctorat, j'ai utilisé les rites de passage et tout ça. Puis je me rappelle qu'à mon entrevue d'embauche, on m'a dit Catherine, si jamais tu avais à travailler sur les rites funéraires, ça serait quoi ta réaction? Là, je disais, mais moi, je trouve ça super intéressant. J'ai vécu au Mexique. Tu sais, les rites, El Dia de los Muertos, c'est tout d'aller célébrer les morts et tout ça. Donc, je trouve ça super intéressant. Plus jeune, je voulais être thanatologue également. Donc, pour moi, c'était vraiment, mais je l'avais pris vraiment comme une question, tu sais, pour mesurer mon ouverture d'esprit. Et quand j'ai été embauchée, on m'a dit, ah non, tu reprends vraiment un projet sur les rites funéraires. Ah, OK. Bon, c'est bien. Voilà. Mais comme je vous ai dit, nous, on est multidisciplinaire. Il y a quand même des gens qui sont restés du début du projet jusqu'à la fin. Marc-André Houle, que vous allez avoir la chance d'entendre, qui est professeur en sociologie au Collège de Maisonneuve, enseignant-chercheur. Jérémy Duhamel également, qui a été co-chercheur sur l'ensemble du projet, qui est plus formé en philosophie. Kaisa Vioristo également, qui a été la deuxième chercheuse sur le projet, qui est formée en sciences politiques et études féministes, si je peux dire, et Claire Alvarez également, qui est une des auxiliaires qui est restée le plus longtemps, qui est formée en sociologie et également sur l'immigration et le mouvement migratoire. Si je continue avec la précieuse collaboration des autres membres de l'équipe, donc Catherine Deguise, que je n'ai pas eu la chance de connaître, qui s'est vraiment ancrée également dans le collègue qui travaillait également, si je ne me trompe pas, sur les rites ou peut-être plus en sociologie. Il y a Nabila Houchen qui s'est joint à nous, qui a vraiment aidé à l'analyse des données, qui, elle, étudie en administration et en enseignement. Puis elle s'intéressait vraiment au mouvement des coopératives, donc elle avait des connaissances à ce niveau-là. Javorka Ivanovic Serena qui va prendre la parole, qui est formée en travail social vraiment en proche aidance en contexte de diversité également. Maxime Chabi, un de nos stagiaires qui est en informatique, donc qui nous a aidé là, justement à élaborer des outils. Félix Decos, qui était étudiant en sciences humaines, qui est maintenant rendu en droit. Et Gilles Albesca, justement, le chercheur initial, qui lui était plus penché sur les rites funéraires. Mais je trouve ça important quand même de vous souligner un peu notre expertise, parce que ça fait en sorte qu'on peut prendre un pas de recul, puis d'amener nos idées. Le point qui nous rallie, si je peux dire, c'est qu'on s'intéresse justement aux questions qui touchent l'immigration, mais surtout essayer de voir comment on peut mettre en place des pratiques ou des politiques qui soient le plus inclusives possible. Hein? Vraiment essayer de partir des marches, si on veut, pour construire quelque chose le plus inclusif possible et qui corresponde vraiment aux besoins de nos partenaires. C'est vraiment une grande sensibilité qu'on a au sein de l'IRIPI de manière générale, mais surtout dans ce projet-là, de venir créer des outils qui soient adéquats, pertinents, mais surtout utiles dans la vie quotidienne de nos partenaires. Voilà pour la mise en contexte pour moi. Merci Claire, mon assistante. L'objectif en général là, du projet, c'était vraiment de comprendre les besoins et les aspirations des usagères des coopératives funéraires. Hein. Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Comment ils comprennent les rites funéraires? C'est quoi leurs besoins, etc. C'est également d'identifier les difficultés rencontrées pour les professionnels lors de leur accompagnement des familles endeuillées. C'est quoi les obstacles? Est-ce que c'est la charge du travail? Est-ce que c'est justement le fait qu'ils manquent de connaissances? Donc, qu'est-ce qui accroche? Qu'est-ce qui les préoccupe afin de vraiment fournir un accompagnement des familles endeuillées qui soit top-notch, si je peux dire. Donc, essayer d'identifier ces difficultés-là et d'y répondre.
Et l'objectif principal, bien entendu, c'est vraiment de co-développer justement avec les partenaires, donc tant les employés, mais également essayer de prendre en compte la voix des usagers et de venir co-développer des outils pour des pratiques qui sont, comme j'ai dit, adéquates et adaptées aux besoins, mais surtout utiles dans leur vie quotidienne. Nous, notre but, c'est pas que les outils restent sur des tablettes, hein, c'est qu'ils soient vraiment utilisables, transférables et qu'il y ait une certaine pérennité également dans le temps. C'est vraiment important pour nous que les partenaires puissent s'approprier ces outils-là et les utiliser et même les bonifier là, au cours du temps. Et donc, un peu comme David a mentionné, c'était l'idée de mettre en place un laboratoire vivant. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vraiment de travailler main dans la main avec l'équipe de recherche et les partenaires. Ça vise précisément un croisement des savoirs. Hein. Bon, je vous ai un peu là, décrit les expertises de l'équipe de recherche en tant que telle. Donc, c'est de croiser ces savoirs-là, mais également avoir avec les savoirs peut-être plus théoriques, mais vraiment de venir les croiser avec les savoirs expérientiels de nos partenaires. Donc, des professionnels du domaine funéraire, mais également des usagers. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Comment ils ont vécu leur expérience et tout ça. Donc, c'est vraiment de venir tout croiser ces savoirs-là pour co-développer des outils. Le laboratoire vivant, c'est également une innovation ouverte. Donc, nous, oui, on est les chercheurs, mais nous, notre job, c'est plus dans l'ombre, si je peux dire. C'est vraiment les utilisateurs, utilisatrices des services funéraires, donc encore une fois, les employés et les usagers qui sont les acteurs clés dans le processus de recherche d'innovation. C'est vraiment eux qui mettent de l'avant les idées ou les besoins et l'équipe de recherche est là un peu pour justement prendre un pas de recul et mettre, si on veut, les pièces de casse-tête, les afficher pour essayer de construire quelque chose de cohérent et qui soit également innovant. Donc, ça, je trouve ça vraiment important de le souligner, c'est que les outils, oui, on a participé au développement, mais l'idéation et tout ça partent vraiment, en fait, des acteurs, le temps, les usagers et les employés, ce sont leurs idées, c'est eux qui amènent les idées et nous, on essaie de les mettre en forme pour que ça soit utilisable, si je peux le dire comme ça. Savez-vous aussi une compatibilité avec la culture funéraire et les valeurs coopératives? Donc, comme je vous ai dit, pour nous, c'est vraiment important que les besoins répondent hein, justement aux partenaires, mais de respecter c'est quoi la culture funéraire, mais également les valeurs de coopérative. Donc, ici, de qu'est-ce qu'on a compris de la recherche, c'est de mettre justement l'humain, là, ou si on veut, les personnes endeuillées au centre, là, et de venir répondre à leurs besoins et de faire sens, d'essayer de les accompagner, de faire sens du deuil dans la manière qu'ils le perçoivent. C'est également un dispositif de long terme. Comme vous voyez, le projet s'est étalé sur 3 ans, de même que la collecte de données. Donc, c'est vraiment là un processus, si je peux dire, itératif, c'est-à-dire que nous, on travaille, on va voir un peu plus loin la collecte de données plus précisément, mais de manière générale, c'est qu'on s'assoit justement soit avec les usagers et les employés, on recueille leur voix d'une certaine manière, on travaille un peu ça, on fait des synthèses, on revient vers eux pour s'assurer, est-ce qu'on a bien compris le message, hein, qu'est-ce qu'ils veulent dire, c'est quoi leurs besoins. À partir de ça, on a créé, si on veut, des cellules de co-création pour essayer de voir les outils qui pourraient être produits, mais il y a tout le temps un processus que l'équipe de recherche revient vers les partenaires afin de s'assurer qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on respecte justement la culture funéraire et les valeurs coopératives, mais également de mieux croiser les savoirs. Donc, voilà pour le laboratoire vivant. Donc, ça, c'était de manière conceptuelle. Comment qu'on le réalise concrètement? Donc, on avait lancé, il y a un sondage qui avait été lancé auprès des usagers et des professionnels du domaine funéraire. On se rappelle qu'on était en contexte de pandémie. Le sondage a été très, très, très difficile à avoir un nombre de répondants peut-être suffisant là, pour en tirer des analyses vraiment significatives, si je peux me permettre. Donc, qu'est-ce qu'on vous présente aujourd'hui? C'est vraiment plus ancré dans des données peut-être plus qualitatives.
Donc, ça n'enlève rien. Les données qualitatives sont vraiment plus riches. Hein. C'est vraiment de là qu'on a pu mettre en lumière là, les besoins tant des usagers et des professionnels. Donc, concrètement, on a réalisé des entretiens individuels d'environ 1 heure avec 25 usagers, usagères et environ 19 entretiens individuels avec des professionnels du domaine funéraire. Là aussi, ça a été très difficile. On est en contexte de pandémie, tout ça. Également, il faut prendre en compte que la mort, c'est un sujet tabou pour encore vraiment plusieurs personnes. C'est un sujet sensible. Donc, de lever la main pour venir participer à une recherche comme ça, c'est peut-être, notamment pour les usagers, peut-être très prenant au niveau émotionnel, on peut penser. Moi, je suis quand même chanceuse parce que je suis arrivée dans le projet à la fin de la collecte de données. Donc, je n'ai pas eu ces embûches-là et je me rappelle très bien que quand je suis arrivée, j'ai voulu relancer la collecte de données, essayer un dernier espoir. Puis je me rappelle très bien de ma collègue Claire et même Marc-André qui étaient comme OK, on va le faire parce que bon, t'es nouvelle puis t'as encore de l'énergie genre pour le faire et tout, on va relancer. Mais comme on a vraiment tout essayé, ça a été un terrain super difficile. Puis aussi en recherche, qu'est-ce qu'on apprend hein, des expériences, c'est que c'est pas nous qui fait la recherche, c'est le terrain qui fait la recherche. Donc, à un moment donné, on n'a pas le choix d'écouter le terrain, puis ça ne sert à rien de torturer. Donc, il faut y aller avec ce que le terrain nous donne, mais le terrain a été quand même très riche en données. Donc, on a pu construire quelque chose de très cohérent et pertinent. À la suite des entretiens individuels, comme je vous ai dit, on a fait des cellules de co-création. En fait, le but, c'était, comme je vous ai dit, on a analysé tous les entretiens, que ce soit auprès des usagers et des professionnels pour en tirer des synthèses, hein, des thématiques qu'on est venu un peu recruter cellules de co-création. Donc, on en a fait 4 auprès des usagers, usagères et 5 auprès des professionnels. On a venu creuser justement certaines thématiques qu'on n'était pas sûr de comprendre par les entretiens, de venir valider ça, mais ces cellules de co-création-là ont également servi à prioriser des besoins. La collecte de données, comme je vous ai dit, elle a été quand même très riche, donc c'était à savoir sur quoi qu'il faut vraiment axer. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous de répondre aux besoins? C'est quoi les besoins les plus essentiels ou cruciaux pour vous que les outils qu'on va développer doivent répondre? Donc, ça a servi à ça, précisément, les cellules de co-création. Et encore une fois, c'est à partir de ces cellules de co-création-là que les idées ont été mises en forme. Mais c'est vraiment les usagers et les professionnels qui ont mis de l'avant des idées ou des solutions pour venir mitiger certains problèmes. Il y a d'autres problèmes qu'on a dû laisser de côté, soit parce que ce n'était pas dans notre expertise en tant que telle, ou soit parce que ça relevait plus, si on veut, de la poutine interne de la gestion. Donc, ça ne nous appartenait pas. Donc, nous, on va vraiment vous présenter justement des outils qui viennent répondre à des problèmes qui répondent tant à la fois aux besoins des professionnels qu'aux besoins des usagers. Donc, on va plonger maintenant dans c'était quoi, à quoi on voulait répondre plus précisément. Donc, les besoins des professionnels, merci Claire. Donc, encore une fois, c'est une synthèse que je vous ai résumée comme suit. Donc, pour bien accompagner pour les professionnels du domaine funéraire, il importe d'être outillé pour développer la capacité d'adaptation. Ici, c'est vraiment, il faut le comprendre, d'être outillé pour, comme on dit en bon français, être capable de se revirer sur un dizaine. Dans le sens que capacité d'adaptation à des nouvelles demandes peut-être qui ne rentrent pas dans le cadre peut-être traditionnel des rites funéraires. Capacité d'adaptation à accompagner peut-être au-delà, de référencer peut-être également ailleurs pour du soutien au deuil. Et vous allez voir là, que ces besoins-là sont interreliés ensemble. Et donc, il importe aussi d'avoir une meilleure compréhension des funérailles directes. Hein. Comme David a mentionné, c'était un fait
pas pour dire une problématique, mais quelque chose là, qui est vraiment ressorti durant les funérailles. Et nous, dans les entretiens et en cellule de co-création, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. Bien, pourquoi les gens maintenant vont plus vers les funérailles directes, même si, bon, la pandémie s'est calmée, ça reste que les funérailles directes semblent être une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, pourquoi? Hein? Parce que les funérailles directes, c'est comme si c'était simplement comme si le rituel du deuil était mis à part. Donc, c'est essayer de comprendre pourquoi les gens vont plus vers cette tendance. Est-ce que c'est plus parce qu'ils font maintenant des rituels plus intimes à l'extérieur des coopératives ou c'est juste que on ne fait plus de rituels? Donc, ici, il y a une question à comprendre. Ben, c'est quoi cette tendance-là? Est-ce que ça cache peut-être d'autres problématiques que le deuil n'a plus sa place ou que les gens ne font plus de deuil? Et ce serait quoi les conséquences justement pour ces personnes-là qui ne prennent pas le temps de faire un deuil en tant que tel ou plutôt les rituels qui accompagnent le deuil? D'avoir de meilleures connaissances et une meilleure compréhension des rituels funéraires, donc notamment en ethnoculturel. Ici, bon, c'est sûr que peut-être ça touche plus les régions métropolitaine, donc le Grand Montréal, Québec. On voit que ça commence à toucher également l'Estrie. On voit également que dans certaines régions, ce n'est pas nécessairement une communauté bon, ethnoculturelle immigrantes, mais il y a quand même des communautés autochtones sur les territoires. Donc, on voit que ça commence quand même à divers degrés, c'est ça, mais à toucher quand même plusieurs régions. Et ça peut causer ici certaines angoisses ou chez le personnel, dans le sens que le personnel a peur peut-être de commettre un faux pas. Donc, il y avait dans les cellules de co-création et dans les entretiens, c'est vraiment mis de l'avant qu'on aimerait ça avoir des meilleures connaissances au moins de base, hein, des grandes religions. Pourquoi est-ce que je peux proposer la crémation ou l'enterrement? Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir que je ne peux pas dire ou que je ne peux pas proposer? C'est quoi aussi le cadre légal? Hein? À quoi référer? Donc, un peu là, d'avoir des connaissances de base pour justement éviter un choc par des rituels qui peuvent nous sembler à l'opposé hein, de ce qu'on connaît. Mais vision là, d'améliorer l'accompagnement des familles endeuillées. Et également des connaissances, une meilleure compréhension des rituels funéraires par rapport aux nouvelles tendances. Comme je vous ai dit, dans les résultats, on voyait que des gens manifestaient le désir d'être composter les corps ou d'avoir des tendances de rituels qui soient plus respectueuse de l'environnement. Donc, essayer de comprendre ces nouvelles tendances-là pour justement suivre hein, les tendances, être, si on veut, un peu plus avant-gardiste dans l'offre de services et non pas être euh, à l'arrière et essayer de récupérer. Également, c'était important de bien sensibiliser les familles à l'importance du deuil. Donc, ça rejoint là un peu la compréhension des funérailles directes. Comment on peut sensibiliser les familles au deuil, donc d'être outillé justement sans nécessairement que le personnel soit perçu comme des vendeurs, si je peux dire, donc d'éviter la notion mercantile, mais de bien quand même sensibiliser les familles à l'importance du deuil, des conséquences et tout ça. Donc là, on voit que l'accompagnement, là, c'est pas juste les funérailles en tant que tel, mais bien de penser le après-funérailles. Donc ça aussi, c'était un besoin d'être outillé à faire ça. Il y avait également un besoin d'harmoniser ou d'uniformiser les pratiques. Hein, bien que certaines pratiques soient portées par la fédération, les employés mentionnaient qu'il y avait quand même des écarts importants là, dans les coopératives, notamment peut-être à la taille des coopératives. Hein. Il y en a des coopératives qui ont peut-être juste 2 personnes qui font tous les corps de métier, alors qu'il y a d'autres coopératives qui peuvent avoir une cinquantaine d'employés, que les corps d'emploi sont vraiment séparés et tout. Donc, essayer de mettre en place d'harmoniser ou d'uniformiser les pratiques afin justement que l'accompagnement soit vraiment d'une qualité optimale dans l'ensemble du réseau des coopératives.
Une autre volonté, c'était vraiment le fait d'être présent dans les communautés. Ça, c'est ressorti dans le sens qu'on sentait que les coopératives, ça a été mentionné, qui sont en compétition avec les rares privés. Et donc, des fois, ça faisait en sorte que peut-être que les valeurs coopératives étaient un peu mises de côté. Donc, il y avait un besoin là, de vraiment s'ancrer davantage dans les communautés et de revenir, si on veut, à la valeur initiale des coopératives, d'être vraiment communautaire, de répondre aux besoins de la communauté, de comprendre les nouveaux besoins de la communauté, justement encore dans une optique d'améliorer l'accompagnement et d'être à l'affût des nouvelles tendances et des besoins actuels. Claire, merci. Donc, on passe maintenant aux besoins des usagers et usagères. Ici, c'est important, je fais juste une petite mise au point. Comme je vous ai dit, le terrain a été quand même difficile. Une des limites des données, si je puis dire, c'est que généralement, les personnes qui ont pris le temps de venir en entrevue, en entretien, de partager leur expérience, c'était des personnes qui soit avaient accompagné quelqu'un qui faisait les démarches auprès des coopératives funéraires, soit qui étaient exécuteurs testamentaires, ou qui avaient seulement assisté à des funérailles d'un proche ou d'un ami, etc. Donc, on n'a pas nécessairement la voix des personnes qui ont transigé directement avec les coopératives ou même les salons funéraires dans notre bassin. C'était mélangé, là, donc il y avait des usagers, usagères qui prenaient vraiment des coopératives, mais d'autres des salons funéraires privés. Donc, mais ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les voix sont quand même importantes, ça donne des expériences qui sont peut-être indirectes. Il faut comprendre que peut-être de venir parler justement des funérailles qui nous ont personnellement touchés, ça peut être encore une embûche ou remettre dans des états émotionnels difficiles. Il faut également comprendre que l'entretien n'est pas nécessairement une séance de psychothérapie non plus. Donc, nous, les chercheurs, on essaie quand même de guider pour avoir de l'information. Donc, il y a ça aussi qui peut jouer. Mais c'était juste une mise en parenthèse que c'est vraiment, en fait, les données sont quand même valides, là, ça partage des expériences et tout ça, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui ont transigé directement, mais qui ont été peut-être témoins, qui ont accompagné des personnes et tout ça. Donc, pour ces personnes, un bon accompagnement, c'est un savoir-faire des employés. Par savoir-faire, c'est quoi? Ben, on revient un peu là, à la notion justement pardon. On revient justement à la notion là, que les familles endeuillées veulent ressentir de l'employé une certaine empathie. Une certaine empathie, non seulement lors de la première rencontre, mais tout au long du processus des funérailles. Une écoute active également. Pour un savoir-être, ben, c'est le fait justement que l'employé va démontrer une capacité d'adaptation, de venir répondre à certaines demandes peut-être plus précises. On se rappelle que la tendance veut, si on veut, que les usagers sont peut-être un peu plus pointilleux, veulent des rites funéraires qui leur correspondent personnellement. Donc, c'est comme s'ils veulent des funérailles à la carte dans une certaine mesure. Donc, un savoir-être, c'est ça, que l'employé soit en mesure de les guider, de les prendre en charge dans le processus bureaucratique et légal, voire même administratif. Savoir-faire réfère également à savoir gérer les conflits intrafamiliaux. Donc, de jouer le rôle de médiateur, sans nécessairement prendre position, mais d'essayer d'apaiser les tensions intrafamiliales qu'il peut avoir par rapport à la volonté d'un défunt, etc. C'est également aussi le fait de c'est ça, savoir-faire et savoir-être sont quand même liés, mais d'être accompagné par une personne qui va comprendre ou essayer de comprendre.
Un bon accompagnement, c'est également des disponibilités. Donc, non seulement d'être flexible dans les rencontres, mais d'être disponible mentalement. Ça revient un peu à l'écoute active, mais les usagers souhaitent avoir quelqu'un, en fait, vraiment comme un épaule pour s'appuyer, d'être écouté, tout ça. Un bon accompagnement, c'est aucune pression à la vente. Ici, les usagers sont quand même conscients hein, que ben, les coûts économiques engendrés par les funérailles doivent être discutés, mais ils sont d'avis qu'ils ont une manière, si on veut, d'apporter ce pan-là. Il y a des usagers qui ont manifesté le fait que des fois, ils ressentaient une pression d'acheter certains services ou ils demandent seulement à ce que leur budget soit respecté sans jugement. Mais de manière générale, c'est sorti de manière quand même très positive ici, mais c'est vraiment dans la manière d'amener les frais économiques. Ils ne veulent pas sentir en fait qu'ils vont magasiner un cercueil. C'est vraiment une phrase de verbatim, là. Mais en fait, je trouve que c'est quand même, ça illustre là, très bien qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ils sont conscients justement que oui, il y a des frais économiques qui doivent être discutés, mais que c'est ça, il y a une manière de l'amener qui doit être pris en compte, là. Une prise en charge administrative, comme je l'ai dit, c'est les familles apprécient grandement là, la prise en charge, c'est-à-dire leur expliquer hein, les démarches à suivre du point de vue légal pour avoir un certificat de décès ou toute autre démarche à faire auprès du gouvernement et des autres instances et institutions. Et là, on peut pousser plus loin, hein, justement, si c'est des familles immigrantes, ben, c'est quoi, par exemple, les démarches à suivre pour faire rapatrier un corps, par exemple. Donc, vraiment, là, une prise en charge là, globale de manière administrative de toute la paperasse qu'il y a à remplir, puis de se faire orienter. Des connaissances et des adaptations aux différents risques funéraires et deuil. Ici, c'est le point, je pense, de friction, autant que les employés veulent avoir des connaissances, justement, sur les grands rites funéraires selon les différentes communautés religieuses. Ici, les usagers s'attendent à ce que les professionnels sachent ces connaissances, au moins de base. Hein. Pour eux, les employés sont des professionnels des funérailles, du domaine funéraire, donc ils doivent savoir. Donc, entretien que ça, c'était quand même un point de friction, de se faire poser certaines questions, alors que on voit que parfois, culturel qui se passe lors de la première rencontre. Donc, un bon accompagnement justement pour les usagers, c'est le fait que les employés démontrent un professionnalisme outre les connaissances administratives, outre l'écoute active, mais vraiment qu'ils sachent, veulent en fait comment répondre rapidement à leurs demandes et qu'ils sachent justement, ben, si j'appartiens à telle confession religieuse, ben, mon rite devrait se dérouler de telle manière. Donc, on va vous montrer comment on espère pallier à ça. Et finalement, un soutien au deuil qui va au-delà des funérailles. Il y a certains usagers qui ont mentionné se laisser délaisser, voire abandonner à la fin des funérailles. Bon, nous, on est conscient que le travail des professionnels, c'est d'organiser les funérailles et tout, que leur travail s'arrête là. Mais pour les usagers, il y a vraiment eu ils ont besoin de plus. Un référencement peut-être pour un soutien psychosocial a été une solution amenée hein, par les usagers, au moins de référencer vers d'autres ressources, peut-être plus spécialisées en soutien au deuil. Des ressources également pour des deuils périnataux hein, ou en soutenir les enfants sont également ressortis comme besoin. Et ça aussi, c'est en lien avec les connaissances et adaptations aux différents rites funéraires et deuil. En fait, ici, oui, on parle beaucoup justement des communautés ethno-religieuses ou ethno-culturelles, mais qu'est-ce qui est ressorti, c'est, OK, mais quand c'est des rites qui sont un peu extraordinaires, dans le sens que si c'est des parents pour un deuil périnataux ou des parents qui perdent un enfant, par exemple, de 4 ans,
ben, qu'est-ce qu'on fait? Les deuils peut-être plus classiques, donc comment s'adapter, comment faire place également aux enfants qui perdent un parent dans les funérailles. Donc ça a été aussi amené comme comme un besoin là, à répondre, notamment là, dans l'aspect des connaissances et des adaptations aux différents rites funéraires et deuils. Donc voilà pour les résultats. Les défis à relever, hein. Vous voyez que c'est quand même là. Donc, les défis à relever, ben, nous encore, notre mandat, hein, c'était d'outiller les professionnels le plus possible, alors que les usagers et usagères s'attendent à ce que les professionnels soient des experts du domaine funéraire, hein, les connaissances des différents rituels et leur symbolique, que les usagers et usagères souhaitent des rites personnalisés, voire des rites à la carte et les professionnels doivent respecter le cadre législatif, mais aussi les ressources hein, de leur coopérative, les ressources humaines, les ressources matérielles également qu'ils ont, puis également temporelles, là, si je peux dire. Des fois, ça va vite également dans le temps. Et les réalités des coopératives sont diverses, comme j'ai mentionné, en raison de leur taille et du territoire qu'elles desservent. Donc ça, c'était les principaux défis que nous, on voyait. Comment besoin des employés et des usagers en tenant en compte ces principaux enjeux-là. Donc, moi, je vais juste vous présenter les outils avant de donner la parole à mes collègues qui vont vous les détailler. Donc, comme je vous ai dit, là, les outils, l'idéation, les idées de solutions partent vraiment des cellules de co-création. Nous, on a essayé de mettre ça en forme. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé? C'est une trousse d'outils. Hein? Donc, il y a un volet de guide pratique d'une posture interculturelle qui vient ici vraiment cibler à développer des compétences pour une capacité d'adaptation dans différents contextes. Donc, oui, interculturel, on peut le penser à diversité ethnoculturelle religieuse, mais vous allez voir qu'on l'a éclaté déjà là pour comprendre le intergénérationnel, mais également les nouvelles tendances. On propose également un café de la mort. Ici, c'est vraiment en fait pour viser, si on veut, le développement de formation continue, comment être proche de la communauté, comment s'ancrer dans la communauté, comment comprendre les nouvelles tendances et tout, et créer des partenariats justement communautaires. Et finalement, une cartographie des ressources qui vient compléter les deux autres guides, si je puis dire. En fait, cartographie des ressources pour référencer plus facilement, pour connaître quel organisme ou quelle communauté qui a sur notre territoire, pour s'inscrire également dans la communauté, pour venir alimenter la mise sur pied de Café de la Mort. Donc, ces trois outils-là sont vraiment complémentaires l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on l'a mis dans une trousse d'outils. Donc, je vous laisse maintenant, mes collègues, détailler chacun des outils. Donc, Claire, je t'invite à prendre la parole. Oui, Merci. merci Catherine. Donc, moi, je vais vous présenter le premier outil qui est en fait le guide d'une pratique d'une posture interculturelle. Donc, suite un peu au défi que Catherine elle a présenté à la fois, tu sais, de répondre aux besoins du personnel des coopératives, mais aussi pour répondre aux besoins des usagers et usagères qui vont en fait dans les services. Euh, Nous, ce qu'on a fait, c'est que on a pris en fait les défis à relever des deux catégories, puis on a produit un guide qui essaye de répondre en fait à l'ensemble de ces défis. Donc, le guide, en fait, il vise vraiment en fait un outillage des employés des différentes coopératives funéraires, en fait, à accompagner, à fournir un autre accompagnement des usagers et usagères dans un contexte de diversité ethnoculturelle et religieuse, mais aussi de personnalisation des demandes. Donc, c'était un peu ce que Catherine disait là, dans l'idée qu'on a voulu éclater, en fait, le terme de diversité. C'était à la fois, en fait, euh, oui, pour répondre à des besoins plus en termes de diversité ethnoculturelle, mais aussi pour répondre à des besoins d'une autre forme de cérémonie funéraire, où là, on pourrait venir répondre aussi à d'autres formes, en fait, à diverses demandes qui sortent un peu du modèle dit traditionnel ou auquel on était plus habitué.
Et donc, pour ce faire, en fait, dans le guide il vise vraiment à développer, en fait, des habiletés et des compétences chez les personnes. Donc, et, et dans le but, en fait, que chaque employé, en fait, puisse recueillir l'information nécessaire. En fait, l'objectif du guide, c'est vraiment de les outiller à eux pour bien faire leur travail. Donc, dans le cadre des entrevues, pour essayer de bien comprendre, ben, qu'est-ce que les personnes veulent, c'est quoi qui est important pour eux, qu'est-ce qui est nécessaire à mettre en valeur dans la cérémonie. Et donc, c'est vraiment de les accompagner, en fait, à recueillir l'ensemble de ces informations tout au long du processus afin de s'assurer que, ben, du début jusqu'à la fin, la personne usagère se sente accompagnée et soutenue, en fait, euh, dans la réalisation, en fait, de la cérémonie. Euh, donc, en fait, on a décomposé le guide, en fait, en trois volets. Donc, c'est vraiment un guide qui a plusieurs formes. Donc, il y a un premier volet qui est vraiment plus un volet un peu plus théorique qui amène en fait des connaissances aux personnes. Donc, c'est vraiment des connaissances théoriques sur la posture interculturelle. Donc, on fournit en fait une définition de ben, qu'est-ce qu'on entend par une posture interculturelle. On les lie en fait à des savoir-faire et des savoir-être, et donc notamment avec donc cette idée d'habileté et de compétences à développer. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de fournir des bases théoriques, en fait, aux personnes et que eux, ils se les approprient dans leur accompagnement. Donc, le but, c'est vraiment pas de leur fournir un accompagnement par étape à suivre, mais vraiment de saisir ces connaissances-là et de les adapter, eux, à la manière dont ils accompagnent déjà les personnes, mais d'intégrer, en fait, ces nouvelles connaissances. Nous, notre but, c'était vraiment pas de venir proposer une autre forme d'accompagnement, mais c'était vraiment de venir enrichir en fait l'accompagnement à partir de nouvelles connaissances, notamment en intégrant la posture interculturelle. Euh, et donc, comment on l'a fait? Ben, c'est justement de développer en fait un positionnement par rapport à l'accompagnement, par rapport aussi à la vision du deuil, mais aussi dans l'accompagnement autour du deuil. Donc ça, c'était vraiment au niveau de la posture interculturelle. Ensuite, on est venu aussi le nourrir au niveau théorique des connaissances générales relatives aux rites funéraires des cinq grandes religions et aussi aux différentes communautés autochtones. Donc, comme c'était dit quand, de Catherine quand elle a présenté les résultats, c'est que les usagers et usagères, en fait, s'attendent d'avoir des personnes qui soient quand même des expertes et expertes et qui aient aussi des connaissances préalables. Et sauf que ben, certains professionnels aussi nous ont dit qu'ils n'avaient pas nécessairement l'ensemble de ces connaissances-là. Donc, pour venir répondre à ce besoin, on a vraiment créé un volet de connaissances très général relative aux rites funéraires, en fait, afin qu'ils aient une base commune, une base à partir de laquelle ils puissent en fait développer leur accompagnement et poser des questions. Euh, mais donc aussi, ce qu'il faut garder en tête au niveau de l'approche interculturelle, c'est elle invite en fait, elle invite pas les personnes à adopter la culture de l'autre. En fait, elle propose vraiment une perspective où on s'ouvre à la curiosité, à la réflexivité. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde aussi nos propres pratiques, nos propres attentes, mais on va les questionner, et on va les mettre un peu en miroir avec les autres personnes afin, en fait, vraiment de mieux comprendre le positionnement de l'autre, qu'est-ce qu'il souhaite et qu'est-ce qu'il aimerait avoir, dans le cadre de son accompagnement funéraire, plutôt que de venir imposer en fait une cérémonie déjà là, c'est vraiment d'aller questionner en fait qu'est-ce qu'il souhaiterait. Donc ça, c'est pour le volet connaissance. Ensuite, en fait, pour justement, parce que ça peut paraître un peu abstrait justement d'avoir des habiletés, des compétences, des savoir-faire, des savoir-être, c'est de lire tout ça, ça peut aussi éveiller un peu un sentiment de OK, mais comment on le fait concrètement? Donc, pour accompagner en fait le volet théorique, on a mis en place un volet mise en situation. Donc, ici, c'était vraiment en fait, comment on a pensé les mises en situation. On est parti en fait des différents cas de notre terrain qui ont posé des problèmes autant du côté des professionnels que des personnes usagers et usagères. Donc, on a pris en fait différentes situations, puis on a créé en fait des histoires fictives où on mettait en fait en rapport toujours une famille ou une personne qui souhaitait, qui devait organiser en fait, qui vivait un deuil et qui devait organiser une cérémonie
funéraire et qui avait en fait des attentes, des exigences, mais aussi parfois des contraintes et comment en fait on faisait ressortir en fait des dilemmes et comme pour justement faire questionner, travailler les personnes sur la posture interculturelle. Donc la mise en situation propose une histoire et eux, ils doivent en fait ça leur permet de le travailler en situation, de souligner ce qui est dans la mise en situation, ce qui aurait pu être fait différemment, mieux fait, ou justement qu'est-ce qui a été bien fait dans la mise en situation. Donc, ça donne un peu plus d'éléments pratiques pour justement mieux comprendre qu'est-ce qu'une approche interculturelle. Euh, donc, c'est vraiment des mises en situation qui sont quand même plus ou moins longues, là, de 1 à 2 pages. Donc, on a fait quand même le pari d'aller un peu plus dans le détail pour justement montrer la complexité, en fait, d'un accompagnement de famille endeuillée. Donc, on a vraiment choisi d'aller plus en profondeur pour montrer, en fait, comment il y a différents problèmes qui peuvent émerger tout au long de l'accompagnement et qui sont à chaque fois, en fait, à questionner euh, de la part de la personne qui fait l'accompagnement. Et on a aussi mis en fait des questions à la fin des mises en situation pour justement ben, pousser les personnes qui travaillent sur ces mises en situation-là à partir de ces questions-là, de réfléchir à la mise en situation qui peuvent aussi venir nourrir en fait d'autres questionnements de leur part. Donc, ce volet-là de mise en situation, en fait, il a été intégré au sein d'un volet dans une formation continue portée par la fédération. Donc ça, on est vraiment très content que ce soit intégré au sein d'une formation continue qui va pouvoir, en fait, être donnée à la fois en présentiel. Donc, en fait, vous pourrez très bien penser, en fait, où les personnes vont travailler en sous-équipe avec ces mises en situation-là. Donc là aussi, ils vont aussi pouvoir voir les différents points de vue de leurs collègues, comment eux auraient abordé les choses, ce qui va venir aussi nourrir leur propre pratique. Et aussi, ça peut être aussi des formations qui sont données en fait à l'interne même d'une coopérative, où là, ça pourrait venir en fait aiguiller en fait une coopérative à se donner des marches à suivre selon certaines situations. Donc, au niveau des mises en situation, on en a développé 6. Donc, c'était vraiment autour d'enjeux qui sont ressortis dans le cadre de notre terrain. Donc, la première mise en situation, en fait, elle porte sur un dilemme familial pour le rapatriement d'un corps dans le pays d'origine. Donc là, c'est vraiment plus axé autour d'une famille, en fait, issue de l'immigration, où ce qui est en jeu un peu, c'est la volonté du parent d'être enterré dans sa terre natale, mais aussi, en fait, finalement, les contraintes plus législatives qui tournent autour de la manipulation du corps. Donc, ça vient vraiment plus toucher des dilemmes un peu moraux et éthiques au sein d'une famille qui peuvent venir aussi à créer certaines tensions ou enjeux au sein des personnes de la même famille et comment en fait justement la personne qui accompagne cette famille-là doit gérer un peu ces enjeux-là qui sont quand même des enjeux moraux et éthiques. Donc ça, c'est vraiment la première mise en situation. La deuxième, elle touche un peu plus un conflit familial par rapport à un préarrangement funéraire. Donc, on l'a vu, donc les préarrangements funéraires, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu des contrats où avant de mourir, on donne un peu nos volontés, puis qu'est-ce qu'on souhaite pour notre cérémonie. Et donc là, c'est une personne qui avait fait son préarrangement funéraire, qui avait tout détaillé, sauf que le déroulement de la cérémonie répondait pas nécessairement aux attentes des enfants par rapport à ce que eux souhaitaient offrir à la personne défunte. Donc là aussi, on vient voir un peu justement, comment on gère un conflit familial entre les attentes d'une personne qui n'est plus là, qui est décédée, versus des attentes des personnes qui sont encore vivantes. Et en fait, finalement, ça pose aussi la question à qui s'adresse le deuil et pour qui on fait la cérémonie. Donc, ça vient vraiment toucher ça avec un aspect un peu plus pratique aussi de comment réguler un peu un conflit familial pour s'assurer que chaque partie, finalement, qui sont dans le conflit, en fait, se sentent écoutées et sentent aussi que son point de vue a été au moins une fois entendu. Euh, Ensuite, on a la troisième mise en situation, elle porte vraiment sur des rituels funéraires du pays d'origine qui devraient se réaliser au Québec et l'accommodement. Donc là aussi, on est plus dans une dynamique de familles issues de l'immigration qui souhaitent en fait réaliser au Québec
une pratique funéraire qui n'est pas autorisée légalement. Et donc, comment, en fait, finalement, on trouve un arrangement pour s'assurer que la famille, elle aussi, trouve un sens, une signification dans le deuil réalisé au Québec et qui soit un peu, si ce n'est comme dans le pays d'origine, qui ait un peu la même signification mise en arrière dans le geste. Donc là aussi, ça vient vraiment travailler à comment trouver finalement un entre-deux, un accommodement à la fois pour la famille, mais aussi pour la coopérative, en fait, qui se doit, en fait, de respecter les lois qui encadrent, en fait, les pratiques funéraires. Ensuite, la quatrième mise en situation, elle porte vraiment sur une funéraille directe sans cérémonie, où là, justement, ça vient questionner toute l'importance du deuil. Donc, comment on accepte cette demande-là, qu'il n'y ait pas de cérémonie, que ce soit une funéraille directe, mais tout en travaillant un peu aussi sur la sensibilisation en disant, le rituel funéraire a aussi une utilité. Donc, ça vient aussi positionner différemment l'accompagnateur, la personne accompagnatrice, en fait, à sensibiliser la famille, en fait, à l'importance du deuil tout en respectant sa volonté de réaliser une funéraille directe et de ne pas faire de cérémonie. La cinquième mise en situation, elle porte vraiment sur le deuil d'un enfant et la gestion des émotions des parents pour l'organisation. Donc ça, il faut savoir que dans le terrain de recherche, on a eu deux entrevues qui parlaient en fait du deuil d'un enfant, puis c'est d'une part d'une personne qui l'a vécu et d'une autre d'une personne qui a accompagné en fait quelqu'un qui venait de perdre son enfant. Ça a montré aussi toutes les enjeux de faire un deuil d'un enfant dans le sens que ça va pas nécessairement dans l'ordre des choses. Tu sais, dans l'ordre de la vie, c'est pas nécessairement les enfants qui doivent partir en premier. Donc c'est là ici on vient vraiment ben, faire questionner mais comment on gère en fait l'émotion des parents qui viennent perdre leur enfant, qui sont vraiment dans des états émotifs assez forts et comment on s'assure en fait que la cérémonie vienne répondre à leurs besoins tout en ayant un accompagnement très sensible face aux parents. Et la dernière mise en situation, elle porte sur la place d'un enfant de 8 à 10 ans dans le deuil. Et ça aussi, c'était intéressant, c'est ressorti dans nos terrains de recherche auprès des usagers et usagères qui parfois sentaient que leurs enfants en fait avaient été mis de côté euh, dans, dans la mise en place des funérailles alors qu'eux-mêmes aussi vivaient un deuil. Et donc, ça vient questionner un peu quelle place on fait à un enfant dans le deuil qui lui aussi, en fait, cet enfant-là peut aussi perdre une personne très significative pour elle et qu'elle a aussi un processus de deuil à faire et qu'elle aurait peut-être des choses qu'elle aimerait mettre en place pour vivre son deuil et ses émotions. Donc, vous voyez, les mises en situation, on les a vraiment pensées de manière éclatée sur différentes situations. Tu sais, on n'est pas resté centré sur justement un accommodement en termes de diversité ethnoculturelle. On est vraiment aussi allé questionner d'autres situations qui sont pas qu'on pense pas nécessairement lorsqu'on pense au deuil, comme par exemple la place d'un enfant ou même le deuil d'un enfant. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a voulu faire éclater aussi la diversité au sein des mises en situation pour faire réfléchir la posture interculturelle aussi de manière éclatée chez les professionnels. Donc ça, c'était pour le volet mise en situation. Et enfin, on a fait un troisième volet, plus questionnaire diagnostic. Là aussi, c'est vraiment plus d'un côté pratico-pratique pour outiller au quotidien les professionnels, en fait, euh, dans leur travail. Donc, on a développé, en fait, un questionnaire pour évaluer les besoins des familles endeuillées selon une posture interculturelle. Et les questions qu'on a proposées, en fait, donc, on a proposé des questions que les, voyons, les personnes professionnelles peuvent poser aux familles. Mais, tu sais, ces questions-là, c'est comme des exemples, ils sont pas obligés de les poser, c'est juste pour venir un peu proposer des formulations à laquelle ils peuvent s'adapter et tout ça. Mais ces questions-là, en fait, elles sont faites dans le but d'éviter les trois grandes tendances, en fait, qui peuvent venir, elles, causer des préjudices aux familles endeuillées et créer un peu des frictions dans l'accompagnement. Donc, au niveau des tendances à éviter, donc elles sont de l'ordre de trois. La première, c'est une tendance individualisante. Donc, c'est une tendance, en fait, qui s'inscrit à centrer, en fait, la perspective
sur l'individu, de le voir que dans un aspect en fait individuel et où finalement la communauté, la famille et tout ça peut être mis un peu plus de côté, ne pas être questionné, mais on se centre vraiment sur les besoins uniquement de l'individu, sur ce qu'il veut et on oublie en fait de prendre en compte d'autres dimensions. Donc ça, c'est pour la première tendance. Pour la tendance ethnico-religieuse, pardon. Donc là, ce serait une tendance en fait où on va venir faire une association presque d'ordre systématique en fait à l'appartenance religieuse d'un individu à la religion dominante en fait de son pays d'origine. Donc là, on va avoir tendance en fait à poser des questions uniquement par rapport à à la croyance religieuse et à proposer en fait des services en lien avec ça sans avoir questionné auparavant si la personne en fait était de cette religion-là ou si elle souhaitait même avoir en fait une cérémonie de type religieuse. Et enfin, la troisième tendance à éviter, en fait, c'est la tendance pragmatique, qui renvoie ici plus à une vision en étapes linéaires du processus du deuil, où donc on aurait un peu une liste à respecter, des étapes de 1, 2, 3, 4 et de les passer de manière très, ben, c'est ça, très pragmatique, sans nécessairement avoir un peu une sensibilité face au deuil, au rythme des personnes nécessaires ou encore finalement au changement que ces familles-là aussi pourraient souhaiter au cours de l'accompagnement. Mais ça, c'est les trois tendances à éviter. En fait, ce que le guide y propose, c'est vraiment de se positionner un peu au centre de ces trois tendances. Parce qu'en fait, ces trois tendances, elles sont à éviter si on n'y va que dans l'une de ces trois-là. Mais si on y prend un peu de chacune des trois, on pourrait en fait développer un accompagnement qui soit sensible sur l'ensemble des dimensions des personnes. Donc, en fait, c'est un peu ça qu'on a fait dans le volet questionnaire diagnostic, c'est-à-dire que euh, donc on a mis en garde de pas tomber dans l'une de ces trois tendances-là. Et donc, pour éviter ça, par exemple, dans la tendance individualisante, ça a été vraiment de proposer de développer un regard systémique et intergénérationnel. Donc, avec des questions du type, quelle était la nature du lien que vous aviez avec le défunt? Quels sont vos supports majeurs en cette période difficile? Est-ce que vous avez de la famille à l'étranger? Donc, vraiment d'aller questionner, oui, la personne, mais aussi d'aller questionner, ben, ses liens, qu'est-ce qu'elle souhaite? C'était quoi sa nature du lien avec la personne qui est défunte? Qu'est-ce elle souhaiterait? Idem pour la tendance ethnico-religieuse. Donc, c'est vraiment de se constituer un certain bagage de connaissances culturelles et de développer en fait un regard contextuel ou situationnel. Donc, oui, de poser la question, est-ce que vous avez une religion d'appartenance? Est-ce que vous souhaitez en fait que des traditions familiales ou des hommages soient honorés au cours de la cérémonie? Donc, oui, d'aller questionner un peu la place que la religion ou certaines pratiques ont dans la vie des personnes mais sans les présupposer en amont ou de juste se dire, bon, ben, cette personne-là va vouloir faire ça, donc je l'embarque directement dans le processus. Donc, vraiment d'aller valider, en fait, avec la personne ce qu'elle souhaite. Et, et pour la troisième tendance, donc la pragmatique, c'est vraiment de plus avoir conscience de la complexité du deuil, puis aussi que durant le processus du deuil, les personnes, en fait, peuvent changer d'idée ou dire, par exemple, à une première rencontre qu'ils souhaitent tel type de cérémonie, mais qu'à la deuxième rencontre, finalement, ils reviennent un peu sur leur pas ou ils souhaitent ajuster des modifications. Donc ça, c'est pour éviter d'être trop dans cette tendance, ça va être vraiment d'aller poser des questions en fait sur les démarches entreprises, donc d'aller revalider en fait avec les personnes si la cérémonie leur convient toujours. Et donc là, on a proposé des questions du style, avez-vous fait toutes les démarches administratives concernant le décès de vos proches? Est-ce que vous souhaitez avoir plus d'informations? Parce qu'il faut savoir aussi que dans le processus du deuil, donc il y a une forte charge émotive, mais il y a aussi tout un travail administratif à faire qui est des fois très lourd pour les personnes. Et il faut s'assurer aussi que ces démarches-là soient respectées et soient faites en temps et lieu pour éviter en fait tout accrochage en fait durant la cérémonie. Donc ça a été pour notre guide en fait interculturel et il nous reste quelques minutes, fait que je vous proposerai de peut-être prendre des questions par rapport au déroulement de la recherche, aux résultats que Catherine a présentés ainsi qu'à l'outil. Merci.